Dans la deuxième séance, je vous ai montré comment on pouvait utiliser les outils de la bioinformatique et les données sur les séquences des virus pour tracer d'abord une histoire phylogénétique, une histoire évolutive des virus. Et j'avais montré ces méthodes dans le cadre d'une question qu'on voulait poser, c'était quelle est l'origine de SARS-CoV-2 ? Est-ce que ce virus est d'origine, de quel animal il vient ? Et essayer de voir si on trouve dans les séquences des génomes des informations qui nous permettraient de savoir s'il est d'origine naturelle ou s'il résulte de manipulations qui ont été faites en laboratoire. Alors en fait, ces mêmes méthodes, exactement les mêmes méthodes, peuvent être utilisées pour poser une autre question, qui est celle de l'évolution du virus une fois qu'il se propage dans les populations humaines. Et pour ça, en fait, on dispose de jeux de données qui sont très impressionnants, de très grandes masses de données, parce que depuis plusieurs années, avant l'émergence de ce virus-là, a été créée une ressource publique qui s'appelle GIZ, et qui est donc un centre global de données international, où les virologues peuvent déposer des séquences de génome complet pour les grands virus qui provoquent des épidémies et des pandémies. Donc, sur ce site-là, dès le moment où il y a eu cette nouvelle pandémie avec SARS-CoV-2, eh bien, les biologistes moléculaires qui procédaient au séquençage de génome complet des virus qu'on avait prélevés sur des patients déposaient les génomes sur ce site web et il est en accès public, mais il faut s'identifier pour entrer dedans. Et une fois qu'on s'est identifié et qu'on est entré dedans, on n'a pas le droit de divulguer les séquences. Donc ça, c'est pour différentes raisons, notamment parce que certaines parties de ces données pourraient éventuellement exposer l'origine des patients, leur localisation, etc. Mais les biologistes peuvent aussi soumettre ces données dans des bases de données publiques qui sont en accès complètement libre. Donc on fait les deux et donc les données sont trouvables, en tout cas elles sont disponibles, elles sont partagées au moins entre la communauté des chercheurs et en public. Alors sur base de ces données-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut poser des tas de questions et la première chose qu'on peut faire, c'est de comparer toutes les séquences dont on dispose pour essayer de voir si la séquence est la même chez tous les patients ou de constater au contraire que chez certains patients, les virus ont une séquence différente. Et la raison pour laquelle on trouve une séquence différente, c'est parce qu'il y a eu une mutation. La mutation, c'est un événement qui fait que la séquence a changé. Et dès le moment où il y a une mutation, tous les virus qui résultent de ces virus mutants, eux-mêmes, ils ne sont pas mutants, puisqu'ils ne font pas l'objet eux-mêmes d'une mutation, c'est des descendants d'un virus qui a muté, mais donc ils vont présenter une variation. Il va y avoir dans les populations de virus, quand on va comparer les génomes des virus, on va trouver dans les populations deux formes de la séquence à cet endroit-là, deux nucléotides différents, et donc on va dire qu'on a une variation, et les deux formes, on les appelle des variants. Donc je vais utiliser ces mots-là dans ce sens-là. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Une fois qu'on connaît la séquence des variants, on peut essayer d'observer déjà la propagation de ces variants. Et de par cette propagation, on peut aussi inférer une phylogénie. Autrement dit, on peut déterminer la descendance d'un virus. C'est une technique qui a été énormément utilisée pour la surveillance de la propagation du virus HIV, qui était responsable du sida. Et donc, on a vraiment suivi les variants déjà dans d'autres pandémies. Alors, une autre type d'analyse qu'on peut faire, c'est d'évaluer les fréquences relatives des différents variants dans différentes populations et d'étudier l'évolution dans le temps. Et je vais vous montrer un exemple d'application où ça peut devenir extrêmement intéressant. Et les raisons pour lesquelles on voudrait aussi surveiller l'émergence des variants, enfin l'émergence de la propagation des variants, c'est parce que dans certains cas, une variation sur une protéine particulière pourrait modifier cette protéine et éventuellement susciter l'apparition d'une souche plus virulente ou d'une souche plus contagieuse qui se transmet plus vite. Et dans ces cas-là, il y a un grand intérêt de la communauté scientifique et médicale à assurer une surveillance des variants. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on fait du séquençage grâce aux méthodes de séquençage à haut débit et qu'on entrepose toutes ces données. Et toutes ces données n'ont de valeur que si elles sont partagées. Ça n'a pas d'intérêt de conserver dans son laboratoire 100 séquences qu'on a séquencées soi-même. Ce n'est qu'en les mettant en public et en les partageant avec toutes celles qui ont été faites dans le monde entier que ça prend de l'intérêt. Alors je vous montre ici une figure qui est un site qui s'appelle Next Strain, donc la souche suivante, littéralement, et qui consiste en fait à étudier, à partir des données qui sont dans GIZ, ils ont fait un outil qui permet d'extraire ces données et au jour le jour de suivre
l'évolution des souches ou de suivre la répartition des souches dans les populations humaines. Donc ici, vous avez une carte qui vous montre, dans ce cas-là, on a choisi une couleur pour chaque continent. Et ceci, c'est vraiment une phylogénie du virus, où chaque fois que vous voyez un branchement, c'est qu'il y a un mutant qui est apparu, et donc une des branches aura par exemple un G à une certaine position du génome, et l'autre branche à la même position du génome aura un A. Et dès ce moment-là, tous les descendants de ce mutant-là, ils auront un A à cette position-là du génome. Mais parmi ces descendants-là, à un certain moment, on va avoir un nouveau branchement, et à une autre position du génome, complètement indépendante, il y a un événement de mutation qui se produit, et à cet endroit-là du génome, il va y avoir un T qui apparaît, alors que jusqu'ici, dans tout le reste des génomes qu'on avait, il y avait un A. Donc c'est une nouvelle substitution, une nouvelle mutation qui apparaît, et dès le moment où elle apparaît, tous les descendants de cette branche-là, ils vont avoir à la fois le G qui a été acquis par cette mutation-là, et le T qui a été acquis par cette mutation-là. Donc on voit comme ça que chaque souche, en fait, ou chaque génome viral va porter la somme de toutes les mutations qui sont arrivées chez ses ancêtres. Et donc dès le moment où on a ça, on peut retracer l'histoire évolutive de tous les virus qu'on peut séquencer comme ça, et tracer un arbre comme ça qui représente cette histoire évolutive. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un recoupement entre cette histoire évolutive des virus, cette phylogénie, et la localisation géographique. Parce que ce qu'on peut voir, c'est que certaines souches, par exemple ici, la souche bleue, les souches bleues, enfin ce qu'on voit en bleu ici, c'est tout ce qui a été séquencé à partir de l'Asie, enfin de ces pays-là en tout cas. Et les régions sont définies pas exactement dans les continents, mais ce qu'on voit ici, c'est que là, dans une région de l'arbre où on a essentiellement des points jaunes, orange et verts, apparaissent des points bleus, et ça veut simplement dire que quelqu'un qui était porteur de cette souche-là s'est déplacé et a transporté le virus en Europe, et que là, il a commencé à se propager. Donc on peut suivre non seulement l'évolution du virus, l'apparition de nouvelles souches, s'interroger sur leur virulence, mais aussi voir la propagation et voir aussi la circulation du virus d'un pays à l'autre. Alors sur cette base-là, il y a une autre analyse qui a été faite, c'est des chercheurs qui ont été chercher toutes les données de JZ, ils sont activement allés chercher des mutations qui avaient une répartition différente en fonction du temps, dont la proportion des variants changeait en fonction du temps. Donc ce graphique-ci l'illustre assez bien, le petit graphique qui est là, c'est un résumé de tout l'article. Verticalement, ce que vous avez, c'est les proportions de deux variants. Il y a un variant qui a une position particulière de la protéine spike, porte un acide aminé D, et l'autre porte un acide aminé G. Et donc là, c'est une mutation qui change juste un acide aminé d'une protéine, et les deux souches coexistent dans les populations humaines. Ça veut dire qu'en fait, cette mutation n'a pas empêché la protéine spicule d'être efficace, de reconnaître le récepteur, etc. Mais ce qu'on voit qui est tout à fait frappant, c'est que, globalement, sur l'ensemble des populations, progressivement, horizontalement, vous avez le temps, et en fait, entre janvier et février, on avait essentiellement la souche qui est représentée en orange ici, qui est la souche originale, qui avait un D à la position 614 de la protéine spicule, et puis que la souche bleue est déjà présente, elle commence à être présente à la mi-janvier, mais qu'à partir de février, mars, elle progressivement, c'est elle qui est de plus en plus représentée, et puis finalement, la souche orange disparaît. Alors l'analyse a été menée de façon extrêmement détaillée, et ici, ce que vous voyez, c'est une carte de l'Europe, où pour chaque pays, on représente en orange la souche originale, en bleu la souche qui résulte de la mutation, et ce qu'on voit, c'est qu'avant mars, on avait une répartition où il y avait encore pas mal d'orange, et puis qu'en un mois, en fait, à la fin du mois de mars, il y a certains pays où il n'y avait plus que du bleu, notamment la France, l'Italie, la Suisse, et puis il y a des pays où il y avait encore de l'orange, comme l'Angleterre, mais où la proportion de la souche orange a fortement diminué. On peut voir, même avec une résolution beaucoup plus fine, en regardant ici horizontalement, vous avez le temps, et verticalement, vous avez en orange et en bleu les deux souches respectives, mais vous avez aussi le nombre de cas détectés. On a discuté la semaine passée de ce que ça voulait dire, le nombre de cas détectés, et on voit bien que le nombre de cas détectés, il va dépendre d'une part de la propagation de l'épidémie, d'autre part de ce qu'on teste et tout, mais ici on voit bien la première vague, comme on l'a appelé dans certains continents, donc il y a un dessin par continent, et ce qu'on voit en fait, c'est que dans ce qui a été détecté, progressivement, bon, les deux souches, enfin selon les continents, en fait on a des différences, mais que dans chacun des continents, avec une dynamique différente, la souche bleue a progressivement
était de plus en plus prédominante et puis a remplacé la souche orange. Alors ici, on voit même le même type de graphique, mais pays par pays, pour certains pays européens. Donc on voit la dynamique dépendre d'une population à l'autre. Il y a une partie là-dedans qui est un peu contingente, mais néanmoins, on voit vraiment une tendance générale qui est répétée dans différents pays, dans différents continents. Et dès ce moment-là, il y a une question qui se pose, c'est quelle est la raison pour laquelle cette souche bleue devient prédominante et remplace l'autre? Et l'autre question est évidemment de savoir si elle est plus ou moins virulente que la première. Parce que si on remplace une souche qui pose déjà des problèmes à certaines tranches d'âge et avec des problèmes de comorbidité, mais si on la remplace par une souche encore plus virulente, évidemment, c'est une catastrophe. Par contre, ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est le scénario inverse. C'est qu'on ait une souche qui soit moins virulente, mais qui soit plus contagieuse et qui serait somme toute bénéfique parce qu'elle circulerait, elle pourrait susciter une immunité à moindre dégâts. Alors les auteurs de cette étude ont fait des expériences sur des cellules cultivées pour voir si l'une des souches était plus ou moins virulente que l'autre. Et donc ce que vous voyez sur la figure de gauche, c'est une comparaison entre le taux d'infection, le niveau de charge virale de cellules qui ont été infectées soit par la souche originale, la D614 en orange, soit par la souche mutante, la G614. Et ce qu'on voit assez clairement, ils ont fait l'expérience sur 3 différents types de cellules, des cellules Véro, c'est des cellules de singe, et puis des cellules humaines avec le récepteur ES2. Et ce qu'on voit dans les 3 cas, en fait, avec les 3 types cellulaires, on voit bien qu'on a systématiquement une charge virale plus élevée avec la souche G614 qu'avec la souche D614. Donc, ce que ça montre, c'est que la mutation augmente la virulence du virus, dans le sens où virulence veut dire la capacité infectieuse, la capacité du virus à envahir les cellules, et vraisemblablement donc la charge chez les individus est aussi plus élevée. Par contre, on a fait des études concernant la sévérité du phénotype et on n'a pas constaté de différence de sévérité entre des patients hospitalisés avec la souche G614 ou D614. Il semble donc qu'on est face à une souche qui a une plus grande capacité à se propager dans des cultures cellulaires et visiblement aussi dans les populations humaines, puisqu'elle a progressivement envahi les populations européennes, mais qui n'est pas forcément associée à une plus grande sévérité de phénotype, à une plus grande pathogénicité. Donc il faudra voir si ces premières observations sont confirmées par la suite, mais pour le moment, on n'a pas de raison spécifique de s'inquiéter de cette nouvelle souche. Il y a quelques autres souches aussi qui ont été détectées de la même manière. Celle-ci, c'est celle pour laquelle on dispose de l'information la plus détaillée. Mais à ce jour, aucune des souches qu'on a caractérisées comme ça, qu'on a détectées, aucune des variations, aucune des mutations qu'on a détectées dans les génomes de SARS-CoV-2 n'est associée à une différence de pathogénicité.